de dire qu'effectivement, c'est une des forces qui est les plus transcendantes qu'on trouve dans la nature humaine. Les gens sont prêts à faire beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas cru qu'ils seraient capables de faire avec de l'amour dans le cœur. Et il va falloir qu'on se pose la question, en fait, c'est quoi le bon amour? C'est quoi le vrai amour, Avat Emet, à l'opposé d'un ou d'autres types d'amour qui sont effectivement moins positifs et peut-être même nuisibles. Alors, la difficulté en fait de définir le concept, c'est parce qu'en fait, c'est pas une analyse intellectuelle, rationnelle, sèche. C'est que lorsqu'on parle d'amour, et surtout lorsque c'est qu'on appelle la khalemaase, c'est-à-dire que quand un homme rencontre une femme, alors il y a très rapidement, effectivement, s'il n'y a aucun intérêt, alors il n'y a pas de question, mais s'il y a un intérêt mutuel, alors on va se trouver très souvent dans une sorte de hirbouv, de mélange d'émotions et de pulsions. En fait, très souvent aujourd'hui, la définition qu'on donne au mot amour, c'est plutôt une sorte d'élan de pulsion émotionnelle qui est causée par l'autre. Et quand on se trouve dans ce type de marasme d'émotions, c'est un peu dur de savoir si effectivement c'est du vrai amour ou alors c'est uniquement une émotion passagère et surtout une émotion qui dépend de quelque chose. C'est le concept qu'on va définir. Mais encore une fois, le problème, il est vrai, il est tangible, parce qu'une personne, dans ce type d'émotion, en général, il va être très rapidement asservi à cette émotion, il va vouloir aller de l'avant, parce qu'il va se dire, ah, c'est fantastique, regarde, les palpitations dans le cœur, les battements de cœur, on ne pense qu'à lui ou qu'à elle, il n'y a que ça qui m'importe, etc. On est prêt à faire des choses incroyables, ça donne beaucoup de force. Donc, a priori, ouais, c'est pas ça l'amour. A priori, c'est exactement ça. Et c'est comme ça que l'humanité presque entière définit l'amour depuis des centaines, si ce n'est pas des milliers d'années. Il y a besoin que d'ouvrir un petit peu de littérature, ou encore plus de voir les films d'aujourd'hui, pour voir que c'est ça l'amour, a priori. Et c'est comme ça qu'on éduque nos enfants, et c'est comme ça que depuis le plus jeune âge, on pense qu'il faut aimer, et donc en fait, au bout du compte, quand on arrive sur le terrain, eh ben, on attend de reconnaître cette émotion, cette pulsion-là, et quand on la reconnaît, vas-y, zéro. Alors, les sages n'ont pas exactement cette vision de la chose, et on va définir en fait tout d'abord ce qui est pas l'amour, et après on définira l'amour véritable. Dans le Masechet Avot, Pirkei Avot, il y a une Mishnah qui nous dit comme ça: Kol ahava sheitluya badavar, batel davar, betela ahava. Tout amour qui dépend d'une chose, qui dépend d'une raison, à partir du moment où cette chose s'annule, l'amour aussi s'annulera. Ça a le mérite d'être simple et concis. Et c'est incroyable de savoir combien de pensée et de compréhension découle de cette petite phrase. Malgré tout, la Mishnah nous donne aussi bien l'opposé de ça que des exemples. Donc, à l'opposé, Ahava shenat luya bedavar, ena betela leolam. Un amour qui ne dépend de rien, qui est un amour essentiel, il ne s'annulera jamais. Ahavat luya bedavar, zo ahavat Amnon vetamar. Sheena tluya bedavar, zot ahavat David ve Yonatan. Alors, l'histoire de Amnon et Tamar, c'est une histoire triste, où effectivement, Amnon désirait Tamar, et principalement par sa beauté. Et lorsqu'il a eu ce qu'il voulait, il a rejeté. Et le Midrash nous dit que la haine qu'il a détestée par la suite était plus forte que l'amour qu'il a aimé au début. Donc en fait, on est passé d'un extrême à l'autre. Et tout ça, selon l'histoire qui est dans le Tanakh, en quelques instants. Alors ça, c'est la preuve flagrante, irréfutable, que ce n'était pas de l'amour. Maintenant, alors évidemment, très souvent, le Tanakh, il parle d'exemples un petit peu extrêmes. Mais il faut savoir que lorsque la Mishnah nous dit Kol Ahava shitlu abadavar, ça veut dire vraiment chaque amour.
C'est-à-dire qu'en fait, même si dans ton amour, il y a une partie qui dépend de quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème et ça peut mettre en danger la continuation de... Mais quand on dit chez Einat Loya Badava, ça veut dire que genre, ça vient pas d'une part, ça se crée, ça se construit. Ça veut dire que s'il n'y avait pas le. Ça veut dire. C'est pas juste quelque chose qui vient de l'intérieur. De toute façon, l'amour véritable, c'est quelque chose qui se construit. C'est clair. C'est pas, on Donc parle ça pas. dépend de quelque. C'est à Louis Badava. Ça dépend de ce qu'on a construit, de ce qu'on a et de ce qu'on a. Où on en Ah, est. je vois ce que tu veux dire. Quand on veut dire qu'il dépend d'une chose, et une chose qui est extérieure au couple lui-même. C'est-à-dire, Ah, par exemple, Amnon qui aimait Tamar, c'est pour sa beauté. pour Mais s'abonner. Ok, j'ai compris. il n'aimait pas Tamar vraiment. Ok. Et, et évidemment, quand on construit le couple, c'est un effort qu'on a amené de soi-même, mais c'est un effort uniquement pour l'autre et pour la solidité du couple. Ok, j'ai compris. À l'opposé de ça, donc l'amour entre David et Jonathan, qui est effectivement un amour qui est proche de la fraternité. Pourquoi c'est un amour qui ne dépendait pas d'une chose? Parce que selon les règles de la royauté humaine, celui qui devait hériter du trône, après Shaoul, c'était Jonathan, son fils. Donc l'héritier du trône, c'est Jonathan. Et Jonathan va faire l'envers de la logique, et il va ne faire que renforcer la royauté de David. À un tel point qu'à un certain moment, il s'exprime de façon très claire. Il dit, je sais que c'est toi qui vas régner après mon père, et non pas moi. Et il fait tout ce qu'il peut pour que David soit lui le roi. Ça, c'est à l'envers de l'intérêt humain. De là, on apprend que non seulement l'amour de Jonathan, il n'était pas intéressé, mais en plus de ça, a priori, c'est presque nuisible à ses intérêts. C'est pas important pour lui. Parce il a attaché à l'essence même David. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement proches jusqu'à ce qu'il meure. Okay. Alors, évidemment, l'exemple de Hamoun de Tamar, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais quand on va reprendre donc, cette même phrase de Avot, de Ahava Shetlouva Badavar, un amour qui dépend d'une chose, on va se rendre compte qu'il y a énormément d'exemples et malheureusement, en fait, de pensées qui découlent de ça, qui nous traversent l'esprit au sein du couple et qui, en fait, que notre amour, à un certain pourcentage, il est dépendant. Personne peut être extrêmement attiré par une autre personne parce que voit sa position sociale, par exemple. Il voit effectivement peut-être son aisance matérielle. Ça, c'est aussi une possibilité. Il voit le rapport qu'il a aux autres, pardon, le fait qu'il est adulé, peut-être même admiré par d'autres personnes, ça lui fait beaucoup de... Il y a une sorte de fierté de se battre avec ça à droite et à gauche. Et évidemment, donc l'aspect extérieur, quelque chose qui revient très souvent, encore plus peut-être dans notre génération, où toute la culture ambiante ne fait que développer, faire attention à l'extérieur. Et donc, à partir de ce moment, le comportement humain qui a identifié quelque chose qui l'attire dans l'autre personne va être extrêmement logique. Si un homme identifie chez une femme quelque chose qui l'attire et inversement, la suite du comportement est extrêmement logique. Ça se divise en deux. Première possibilité, l'autre n'est pas intéressé. Là-dessus, on va dire Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que si c'est la base du lien, c'est-à-dire que tu es intéressé uniquement par une chose chez l'autre, alors Baruch Hashem que l'autre n'est pas intéressé, peut-être qu'il ressent que c'est... Ou alors peut-être que lui aussi, il a... Donc ça ne se rencontre pas. Mais la deuxième possibilité, et c'est peut-être la pire, c'est lorsqu'il est intéressé parce qu'il ressent l'attention qu'on lui porte. Pas vraiment attention, pourquoi on lui porte de l'attention? Est-ce qu'on fait attention à lui parce qu'il est admiré, parce qu'il a de la richesse, parce qu'il est beau, etc., etc. Il ne fait pas le calcul. Ou alors même encore pire, il sait très bien que c'est pour ça, mais ça ne dérange pas. Parce qu'il se rend compte que tout le monde vit comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La même personne, par exemple, Amnon de Tamar, Amnon recherche la beauté. Il recherche à posséder la beauté féminine. Et à partir du moment où il a obtenu, eh ben, ça ne l'intéresse plus. Ben, c'est exactement comme quelqu'un qui voulait manger un repas, l'homme, il l'a mangé, ben voilà, c'est fini. Il n'y a plus aucun intérêt. On passe à autre chose. Et là, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là,
cette chose-là que tu as retirée de la personne, tu l'as pris et tu rejettes la personne. C'est possible que les gens restent mariés, ce n'est pas un problème. Mais techniquement parlant, il n'y a plus une attirance mutuelle. La raison de l'attirance est l'annulée. Batel davar, betela ava. La raison de l'attirance a été annulée, donc il n'y a plus de raison au lien lui-même. Il n'y a plus de raison à l'amour. Okay. Alors, ça, on pourrait le développer énormément dans beaucoup de choses. Et c'est effectivement de pratiquer cette cheshbon nefesh, de savoir en fait qu'est-ce qui m'attire vraiment chez l'autre, qu'est-ce qui me pousse à me rapprocher de cette personne. Et je dirais, la meilleure réponse, c'est quand on dit, ben, écoute, je ne sais pas du tout. Quand on dit, je ne sais pas du tout, c'est fantastique. Il y a de grandes chances qu'on soit très proche de l'amour véritable. Je sais qu'un de mes rabbanim, un jour, il a voulu faire un test avec un bachour qui avait malheureusement beaucoup de mal à se marier. Il lui a dit, dis-moi ce que tu recherches chez une femme. Voilà, il a pris une feuille de papier, il a pris un crayon, il dit, vas-y. Il lui a donné comme ça, oralement, très rapidement, 6 ou 7 points comme ça, très clairs, très définis. Ah, ok. Alors que le même Bachour, il était sûr que le Rav allait maintenant commencer à lui chercher une Kala selon ses critères. Alors, le Rav, il a pris la feuille, ça, il a froissé, il a jeté, il lui a dit, comme ça, tu te marieras. Parce que tout le temps où ta femme, c'est des points, ben peut-être que tu peux te marier avec des points, mais avec une femme, tu ne te marieras pas. C'est exactement la définition de Ahavat ou Yabadava. Ton amour dépend de 5, 6, 7 points. Tu n'es pas prêt à rencontrer une personne. Tu es prêt à rencontrer des caractéristiques, des critères que tu t'es forgés au long des années. Mais ça n'a rien de véritable. Et surtout, ça empêche la vraie rencontre avec une personne, une entité, une vérité. Tu repousses complètement cette possibilité. Tu ne donnes même pas la possibilité d'exister. Alors, à l'opposé de ça, on va prendre donc la définition positive. Donc, on dit Ava chez Natlu Abadava, mais ça, c'est peut-être pas encore assez précis. Ava chez Natlu Abadava, c'est encore une définition négative. Natlu Abadava, essaie de donner une définition positive, mais tout de suite, je vous mets en garde, c'est une définition positive, mais d'abord, le côté négatif de cette définition positive. Il y a aussi des précautions à prendre. Les kabbalistes nous disent que quand on fait la guématria du mot Ahava, on obtient le mot Echad. Okay, vous connaissez la valeur numérique des lettres. Ahava, c'est 1, Hei, c'est 5, Bet, c'est 2, Hei, c'est 5. Ça fait 13. Echad, 1, Aleph, c'est 1, Chet, c'est 8, Dalet, c'est 4. Ça fait aussi 13. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on fait des guématriotes, quand on se rend compte c'est quoi une guématria, on a un peu l'impression de retourner un petit peu au, je sais pas, CE1, CE2, où on apprenait les calculs comme ça. On a l'impression que tout peut se transformer en calcul. Donc, on va faire des guématriotes assez intéressants. Le jardin, c'est la guématria de ça, etc. Les guématriotes, ça a l'air tout simplé comme ça, mais il faut savoir que pour se servir d'une guématria, il faut avoir une massorette, une tradition. Alors, c'est uniquement les guématriotes qui nous ont été transmis par les rabbanim qui ont une véracité. Les autres, on se rend compte facilement aujourd'hui avec l'ordinateur, tu rentres n'importe quelle phrase dans l'ordinateur, tu fais fais-moi la guématria, il te sort des phrases complètement. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Donc c'est uniquement les guématriotes qui ont été transmises de génération en génération. Et ça veut dire en fait que le principal dans la guématria, ce n'est pas la valeur numérique, c'est la signification. Tout simplement, les sages ont aussi révélé que, aussi bien aussi, au niveau de la valeur numérique, ça se révélait aussi. C'est-à-dire que les sages savaient que le but de l'amour, c'est d'arriver au Echad. Maintenant, c'est tellement vrai que ça se révèle même dans les lettres. Il ne faut pas renverser la situation et dire tout se traduit par les lettres.
par la valeur numérique des lettres, ça devient une vérité. Non, c'est pas comme ça. C'est exactement. Donc, après cette introduction, on peut savoir que là, on a quelque chose d'extrêmement précieux qui nous a été transmis. Un Ava, c'est Echad, fantastique. On va pouvoir se diriger là-dessus. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va se servir de sources extrêmement courtes, mais il faut beaucoup se poser de questions, se casser la tête. Et c'est la première partie de ça, c'est de se dire, c'est quoi Echad? Okay. Parce que si effectivement on veut arriver à la définition de l'amour, ça va passer par la définition de Echad. C'est quoi Echad? Echad, a priori, Achdout. Ok. Est-ce que, par exemple, le Echad dont on parle, ça veut dire que il faut que je me marie avec quelqu'un qui soit identique à moi? Moi, j'aurais plus vu que c'est prendre deux personnes qui n'ont justement pas forcément tout à voir et d'arriver au Echad comme ça, de faire un travail pour arriver au Echad. Ok. Parce que haine, il n'y aura jamais la personne exactement qu'on veut à l'Ebed Gimel, qui est comme moi, qui est comme ça. Et c'est comme ça que je vais arriver à Echad. Je pense que c'est pas Nahon et que c'est pas ça ce qui est recherché. D'accord. En fait, tu dis deux choses. La première chose, c'est que effectivement, Echad, c'est pas se marier avec quelqu'un d'identique, mais c'est d'arriver à une sorte de quoi? Ouais, de D'identité. Echoud. Ok. Mais d'un autre côté, tu dis aussi que c'est parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. On ne trouvera jamais la Hmm. personne qui est identique à nous. C'est-à-dire que si on pouvait, alors on aurait, oui, pris la personne identique. Genre, Mais C'est pas idéal, en fait. ouais. Donc c'est un peu une contradiction. on ne va Je pas vois se ce que vous voulez marier dire. avec le même que nous. Ça n'a aucun intérêt. Ah, donc ça veut dire que c'est même pas l'idéal. Non, ça n'a aucun intérêt même, parce que l'intérêt, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, si on va à la rencontre de l'autre, enfin, et que c'est le même que nous, on n'a pas envie d'aller à la rencontre de l'autre. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais, ok, je suis d'accord, mais pourquoi? Pourquoi pas ça? On n'a pas trop à se casser la tête, on se connaît très bien nous-mêmes, donc on sait très bien que l'autre, c'est la même chose. Plus Ok, et simple. est-ce que ça peut être le Echad, mais je sais pas, c'est trop loin, de Ploni les Ploni, de revenir à la Neshama Achat. J'ai pas compris. Attends, attendez, est-ce que c'est revenir à la Neshama Ploni les Ploni, de revenir à Echad, qu'on a été genre Kilou, que le but en soi, ce Echad-là, c'est le Echad qui était avant qu'on soit conçu même. Revenir au Echad, si tu te rapportes en fait à l'histoire de Bereshit qu'on a étudié auparavant. Ouais, oui, oui, grave, on peut grave, je pensais pas forcément à ça, mais oui, ça me fait exactement penser à ça aussi. Je pensais Ok, plus au côté, à ce qu'on dit que, moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand j'étais au lycée, on me disait, ouais, t'inquiète pas, de toute façon, ta neshama, elle est coupée en deux et t'inquiète pas quand tu retrouves la personne que c'est l'autre moitié de mec. On est petits, on nous dit ça. Alors, j'ai pensé à c'est ce écran-là. ok. Alors, je voudrais pas te décevoir, mais en gros, non, parce que c'est ce qu'on va dans la deuxième partie du cours. Non, c'est pas ça. Mais on va voir dans un moment. Alors, regardez, ce qui m'intéresse en fait, pour l'instant, c'est effectivement de définir en quoi hein, il y a un mauvais Echad. En quoi, effectivement, d'une certaine façon, là, hein, elle est extrêmement euh, claire d'une certaine façon, mais extrêmement dépourvue de signification d'une autre façon. C'est-à-dire, si on va vers n'importe qui, on lui pose la question, on lui dit, écoute, tu penses qu'il faut se marier avec quelqu'un de similaire? Quand vous avez répondu, ouais, ma pitome. C'est presque ridicule de penser comme ça. D'accord? Ok. Ça, c'est au niveau du grand principe. Les gens, ils aiment bien parler au niveau des grands principes comme ça, de réagir comme ça de façon extrêmement, peut-être même impulsive. Non, ma pitome, ma pitome. Mais quand on va essayer de détailler ce que ça veut dire le echad, on va se rendre compte que très souvent, c'est ce qu'on cherche, Bémet. On cherche quelqu'un qui soit identique à nous. Alors, je vais vous montrer en fait plusieurs exemples. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors, il y a une sorte de tendance, en fait, à vouloir que l'autre aime ce que moi j'aime, que l'autre s'intéresse à ce que moi, ça m'intéresse, qu'on côtoie plus ou moins le même type de personne. Et ça, effectivement, si on commence à parler de ça, alors
effectivement, c'est-à-dire que oui, c'est Nahon, Ken, on va se rapprocher comme ça, effectivement, on a des points communs, Nahon. Et là, sans se rendre compte, en fait, on est en train, de façon un peu sous-jacente, de vouloir que l'autre soit similaire à moi. Alors, de la façon un petit peu imagée comme ça, de penser que l'autre soit similaire à moi, on pense une sorte de sœur siamoise ou frère siamois. On dit non, mais non, pas Pitor. Ok, on a bien compris. Mais d'un autre côté, au niveau du comportement, au niveau de ce qu'il recherche dans la vie, tu as oui envie qu'effectivement, il y ait, on va appeler ça des points communs parce que c'est quelque chose de général comme ça, mais en fait, au bout du compte, quand tu vas te rendre compte que toi, ce qui t'intéresse dans la vie, bah, ça n'intéresse pas du tout. Toi, ce qui te passionne, le type de musique, le type de littérature, bah écoute, ça laisse complètement indifférent. Ou alors tes amis, les gens avec qui tu as passé la plupart de ta vie de célibataire, eh ben, ils kiffent pas. Alors là, il va avoir un début de tension, un début de pression. Il dit, mais pourquoi il n'aime pas ça? En gros, ce que tu es en train de dire, c'est pourquoi il n'est pas comme moi. C'est ce que tu es en train de dire. Juste que tu ne te le dis pas explicitement. Et à chaque fois où il y a une sorte de non-compréhension, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a une sorte de colère qui se développe, mais elle n'est pas claire parce que tu ne sais pas sur quoi c'est basé. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut se mettre en colère pour quelqu'un qui n'aime pas ta musique ou qui n'aime pas tes amis? Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un tueur. C'est tout à fait légitime. Il n'y a rien de mal. Mais c'est quoi le problème? Il n'est pas comme toi. On voit bien qu'en fait, ce Echad-là, il nous pose un problème. Il y a un bon Echad et un mauvais Echad. Et si on est dans le mauvais Echad, ça peut nous causer beaucoup de problèmes parce que c'est beaucoup de compréhension inconsciente qui dirige notre vie. On n'y fait pas attention. Ça passe dans notre tête en un dixième de seconde et ça peut diriger une grande partie de notre vie. C'est pour ça qu'il faut faire un travail d'analyser ses pensées, de pourquoi en fait, à chaque fois qu'il y a une réunion d'amis, je reviens à la maison en colère. Pourquoi? Parce que je vois bien qu'en fait, c'est pas son kiff, ce type de choses. Il faut que tu te le dises. Et alors, c'est quoi le problème? Il y a un problème là-dessus? Non, il n'y a pas de problème. Peut-être que tes amis, tu peux les rencontrer tout seul. Peut-être qu'au fil des années, vous avez peut-être changé d'amis aussi. En général, c'est ce qui se passe. Dans 90% des cas, les amis qu'on avait avant le mariage, ce n'est pas les amis qu'on a après. Vous pouvez vérifier autour de vous. Ça se fait de façon naturelle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est au niveau des traits de caractère. Par exemple, il y a une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple du rap, qui va dire, en gros, moi, je suis sûr qu'il faut que je me marie avec une femme douce et sensible, délicate. Une femme qui va dire, moi, j'ai besoin d'un mari entrepreneur, quelqu'un qui sache mener la barque, quelqu'un qui soit vraiment le chef de la famille, etc. Et il vit avec cette conviction-là, elle vit avec cette conviction-là, et ça dirige sa vie. C'est comme ça qu'il a grandi, c'est comme ça qu'il a passé l'adolescence. Et quand il va se marier, ben, il rentre dans le couple avec cette compréhension de façon intime, conviction intime. À partir du moment où il va se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il a trouvé, parce qu'il va s'en rendre compte à un certain niveau, parce qu'il est tellement convaincu que ça doit être à 100%, que ce sera jamais, ça ne va jamais satisfaire, ben, il y aura une grosse déception. Il va se rendre compte de la différence. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que l'autre, il est différent? Alors, j'ouvre une parenthèse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont dépourvus d'outils quand ils se rendent compte que l'autre est différent. Mamache, ils ne savent pas quoi faire. Oh là là, je me suis planté, mais comment je me suis fait avoir? Ouais. Dans les rencontres, tout avait l'air super. Et puis là, 2 mois après, 1 an après, mais non, mais c'est pas du tout ça, mais tu t'es complètement planté, mais tu étais aveugle, etc. Et c'est évidemment une grossière erreur de penser comme ça, mais on essaie d'abord de comprendre l'erreur avant de la rectifier. Pourquoi les gens pensent comme ça? Parce qu'effectivement, ils ont développé pendant des années une conviction qui n'a jamais été contrecarrée par autre chose, parce qu'ils n'ont jamais vraiment parlé à quelqu'un qui avait de la responsabilité là-dessus. S'ils en ont parlé, c'est à leurs amis.
Et leurs amis, bon, ils disent, ouais, bon, toi, tu veux une femme délicate, toi, tu veux un mari entrepreneur, ok, très bien. Ils s'en foutent un peu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a une conséquence pour eux. Donc, la première fois où il va avoir quelqu'un en face de cette conviction, c'est au cœur du mariage. Et là, effectivement, c'est un clash. Boum. C'est pas ce que j'attendais. Les attentes. Encore et toujours les attentes. Et là, il faut voir comment on va vivre ça. Comment on va vivre le fait qu'à partir de maintenant, je me rends compte que c'est pas ce que j'attendais. Okay. J'imagine qu'à un certain niveau, vous allez sûrement vous poser la question, alors quoi? Il faut s'attendre à se marier avec n'importe qui. Ron? C'est exactement ce que j'allais dire, mais j'avais peur que en gros, ça veut dire quoi? Il y a pas de. Ça peut être n'importe qui. Non, il y a une troisième possibilité. Mais la question que tu te poses est tout à fait logique. Parce que Je sais pas osé la poser. si maintenant je suis en train de détruire étape par étape tous les niveaux d'attente, et j'ai pas fini encore, ça veut dire qu'un certain niveau d'attente. Et là, on va se poser la question, alors bon, soit j'ai plus aucune envie de me marier, parce que j'ai plus envie de combler à mes attentes, soit je peux me marier avec n'importe qui. Donc c'est l'extrême, soit l'un, soit l'autre. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Je vais juste rajouter quelques points, et après on va essayer de répondre à cette question. La même chose, et ça touche pratiquement évidemment le tzibouti, que quand une personne elle se marie, et là c'est encore un plus grand chidouche peut-être, tout le monde va être d'accord, c'est qu'on a une attente aussi que l'autre soit au même niveau spirituel, même niveau de Hirat Shamayim et de Torah ou Mitzvot. Et a priori, ça a l'air complètement logique. D'abord, au niveau de la simplicité, de la facilité dans le couple. Quoi. Je vais faire Shabbat, il ne fait pas. Bon, quel type de vie on va avoir? Et je pense que les khatrila, il ne faut pas être non plus fou. Il faut se marier avec quelqu'un comme ça, c'est évidemment. Mais je vais donner plutôt l'exemple de qu'est-ce qui se passe au sein du couple. Très souvent, on vit, très souvent, pas très souvent, il y a des fois où il y a une chute spirituelle de l'homme ou de la femme. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ce qui fait cette chute spirituelle, elle n'influence en rien l'amour que l'un porte à l'autre. Et que si on en est spirituel en tant que affectation de l'amour, eh ben, les choses vont bien se passer. Alors évidemment, ça demande beaucoup de créativité. Comment arranger notre vie de nouveau? Il faut séparer les choses. Il faut séparer les choses. Et là aussi, il va falloir voir et donner de la place à cette même chute spirituelle au sein du couple et faire que d'un côté, ça n'influence pas les enfants, et d'un autre côté, ça n'influence pas non plus l'amour qu'il y a entre les parents. Peut-être un dernier point qu'on peut souligner à ce niveau-là, hein, c'est l'investissement qu'il y a dans le couple. Et là, je pense que c'est un point encore plus crucial. De façon générale, c'est très souvent ce que les femmes reprochent à leur mari. Très possible que ce soit justifié. C'est en général quelque chose qui revient souvent. L'investissement dans le lien affectif. Moi, je m'investis beaucoup plus que lui dans le lien affectif, dans la stabilité du couple. Je construis, dans la vision commune. Ça, je pense que c'est le point principal. Je pense qu'au niveau naturel, la femme est beaucoup plus apte à avoir une vision commune du couple. De ne pas se voir en tant que deux individualités, mais beaucoup plus le couple, la famille. Alors que l'homme, qui reste encore très longtemps un adolescent un peu individuel, égoïste, même s'il a 45 ans. Et ça, effectivement, ça revient très souvent. Et donc, a priori, il y a une demande qui est légitime. Il y a une attente qui est légitime. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que moi, je m'investisse autant et que lui, moins. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable, etc. Alors, bien que au niveau complètement, comment dire ça, au niveau des midotes, au niveau des traits de caractère, au niveau effectivement, de ce qui est juste et pas juste, c'est tout à fait
légitime d'avoir cette pensée. Au niveau de l'amour qui règne entre les conjoints, ça n'a rien à voir. Parce que si effectivement on fait dépendre ça de ça, ça redevient un Avatlu Abedava. Parce qu'en fait, tu dis, en fait, il y a de l'amour dans ce couple-là parce que moi, je m'investis. Ben non, il y a de l'amour parce que l'amour. Évidemment, il faut le développer, etc. Maintenant, il n'y a pas écrit combien chacun doit le développer. C'est très possible qu'il y ait une personne qui développe plus, au moins dans une certaine partie de la vie, ou alors il y a une personne qui s'investisse plus dans le lien affectif et l'autre qui s'investisse plus dans l'éducation, ou alors un plus dans l'affectif et l'autre plus dans la parnassa, etc., etc. En fait, on va parler de la division des rôles, etc. Et tout le temps où la personne pensera qu'effectivement, de cette façon, je me fais avoir, parce que moi j'investis et l'autre beaucoup moins, alors on retombe encore dans la pensée de, effectivement, c'est Avat le Abadava. Il y a une dépendance. Ça dépend en fait de ce que moi je fais. Si je fais rien, il n'y aura rien. D'abord, tu peux essayer. Arrête de faire des efforts, tu verras ce qui va se passer. Très souvent, quand, je prends l'exemple des femmes, parce qu'encore une fois, c'est une très grande majorité des cas, quand la femme arrête de faire des efforts, qu'est-ce qui se passe? C'est le mari qui commence à faire. Et c'est là où la femme devient éducatrice. Et qu'elle aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Plutôt que d'être la maman, elle aurait dû être la maîtresse, enfin l'éducatrice. Parce que très souvent, il y a une volonté, en fait, comme on l'a dit, alcool, péchaïm, techaseava, tous les méfaits, toutes les défaillances vont être recouvrées au recours de mots. Donc, très souvent, la femme, elle va prendre ça sur elle, elle va dire, bon, elle m'a la sorte, il va falloir que... Ok, c'est très possible qu'elle le fasse, mais si elle le fait, faire de façon complètement, de façon dénuée d'intérêt, pour pas que ça vienne après en tant que remontrance. Et si c'est dur pour elle de le faire, alors qu'elle arrête de le faire, qu'elle voit ce qui se passe. Si effectivement ça n'éveille rien de l'autre côté, il y a un gros problème. Mais très souvent, ça va éveiller l'autre. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Tu ne me fais plus mon petit plat à moi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus envie qu'on parte en vacances ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Nahon. Viens, on voit ce qui se passe. Viens, on te met à l'épreuve, mon pote. Il y a aussi un côté comme ça, où la femme doit être un peu dure et dire à l'homme, je te mets au pied du mur. Et très souvent, c'est ce qui manque, une sonnette d'alarme. C'est-à-dire que, encore une fois, l'investissement dans le couple, deux possibilités. Dans le cas où il y a un conjoint qui s'investit beaucoup plus de l'autre. S'il fait ça avec amour, il s'investit dans l'amour avec amour, et ça n'a aucune importance le fait que beaucoup plus et l'autre moins, très bien, pas de problème. Mais très souvent, ça ne se passe pas comme ça. Très souvent, c'est un lieu de remontrance. Moi, je fais tout ça, etc., etc., et toi, tu fais rien. Alors, ça redevient de l'amour qui dépend d'une chose, ça dépend de mes efforts. C'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Arrêtez de faire des efforts beaucoup moins et voir ce qui va se passer. Il y aura peut-être une période un peu dure, pas dure, un peu tendue, et puis il y a quelque chose qui va se passer. Bref, excusez-moi, j'arrive pas très bien à comprendre comment le fait de s'investir moins dans un lien affectif, ça n'impacte pas l'amour. Alors, encore une fois, c'est dans le cas dans le cas précis où il y a quelqu'un qui s'investissait de sa façon trop. Il y a beaucoup de bruit là, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a une personne de sa façon qui s'investissait. Oh là là. Ça vient de qui? Fermez vos micros, tout le monde, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un bug. Donc, ça vient au niveau du fait que on parle du cas précis où il y a une personne qui s'investissait à ses yeux trop. C'est bien de s'investir dans le lien affectif, c'est très bien. Mais si ça cause que par conséquence de ça, tu vas te sentir lésé, tu vas sentir que tu t'es fait avoir, alors c'est pas bien. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est pas bien de se sentir comme ça. Deuxièmement, ça veut dire qu'en fait, tu veux dire que tout le couple, très souvent on entend cette phrase, le couple entier tient sur mes épaules. Alors je suis désolé de décevoir, mais c'est pas un couple.
Parce que ça ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire que tu as envahi le couple de tes efforts. Donc, en fait, effectivement, l'homme qui est de tendance paresseuse par nature, il va dire, bah, écoute, je suis revenu à la maison. Quand il y avait maman qui me faisait mon lit, qui me préparait mon choco le matin, etc., etc., ben voilà, maintenant j'ai trouvé une autre maman. Super. Jusqu'elle ne va pas être pour 20 ans, mais pour 80 ans. Encore mieux. Waouh, fantastique. Donc, en fait, tu l'as fait la vie douce, et au bout du compte, après, tu viens en remontrant. C'est un problème. C'est là que je dis que la femme aussi, elle doit être éducatrice. Elle doit se rendre compte qu'à un certain moment, elle doit se mettre des limites. Elle a tellement envie que ça marche qu'elle fait tout. Mais il y a des fois hein, où il faut penser que ne pas faire, c'est bien faire. Pourquoi? Parce que tout le but, c'est de l'éveiller. Il s'éveille en fait au bout du compte qu'il voit qu'il y a quelque chose qui manque. Et bah, au Hachem, les gens, ils ont une nature en général saine et équilibrée, ils se rendent compte de ça. Ken. Et si l'autre, il change jamais, par exemple? Même quand on arrête de faire des efforts? C'est-à-dire, on met l'autre, il change jamais. Alors, comment on réagit dans ces cas-là? Parce que Alors, c'est c'est sûr qu'il y a des exactement sonnettes l'exemple. d'alarme. Ben, il y a des sonnettes d'alarme. Effectivement, on devient éducateur, comme vous dites. Mais si les sonnettes d'alarme, elles font rien. Alors, je ne comprends pas parce que si C'est vous une dites que. question, hein, c'est Non, une je question. comprends. Mais si vous dites qu'on est mévater tout le temps, je ne vois pas trop où est la sonnette d'alarme. Non, mévater, à un certain moment, je pense que la personne, elle peut pas mévater. Enfin, on peut être mévater tout le temps, mais à un certain moment, c'est pas bon. Vous l'avez dit la semaine dernière que c'était pas bon d'être mévater tout le temps. Donc, il faut passer à la phase éducateur. Mais si la phase éducateur, ça marche pas, c'est la question. Ok, mais je ne sais pas trop exactement comment la phase éducateur ne marche pas. Parce que si effectivement on met des limites, nous, à notre niveau, ça marche. Pourquoi? Parce que je pensais que je m'investissais trop, ou alors j'étais trop mévater, et donc je donnais trop vis-à-vis de l'autre, et ça me posait un problème. Donc Non, ça j'arrêtais donne de pas me de nuire à problème. moi-même. D'accord. Bon. C'est ça la réponse. En- C'est-à-dire que on n'a pas de baguette magique pour faire que tous les coups, ça éveille quelque chose dans l'autre. En général, ça va le faire. Mais si ça ne le fait pas, au moins il y a un gros avantage que moi, hein, je ne vis pas dans cet état d'esprit que je suis en train de me faire avoir, d'être exploité, de me nuire à moi-même. C'est-à-dire que tu veux t'investir à 20% dans le couple, moi aussi je serai à 20%. Et ce qui reste entre nous, on va le combler par d'autres choses. Il y a aussi une possibilité comme ça. Peut-être que c'est différent là aussi de ce qu'on attendait, mais il faut savoir que ce n'est pas spécialement un manque. Il y a des couples, par exemple, qui ne se rencontrent pas trop souvent. Et ça leur va très bien. OK? ok. Et je pense que c'est aussi peut-être une vérité, ça. Il y a des personnalités comme ça. Il y a des personnalités comme ça. Et des avantages à ça. Que ça laisse Quand- beaucoup de champ Gérard, libre c'est plus un couple. ouais. à faire d'autres choses. C'est Pardon? plus un couple, c'est des colocataires. C'est, je C'est des sais pas. colocataires. Il y a aussi une vision comme ça, Ken, des colocataires. D'accord. Je voudrais pas être. Oui, mais il y a un livre comme ça. Je sais que ma femme, elle le cite tout le temps. Et elle me dit qu'il y a 3 types de couples. Il y a, euh, il y a l'amour romantique, dans le sens positif du terme, pas comme on l'entend aujourd'hui. L'amour avec l'émotion, avec le Le respect de l'autre, partage, etc. l'échange. Et puis, il y a les colocataires, exactement, c'est le terme qu'ils emploient. Et puis, il y a les donnant-donnant, perdant-perdant. C'est-à-dire, bon, ben voilà, tout est noté sur ce qu'on appelle Pinkas Rejbonot. Voilà, toi, tu m'as fait comme ça, je t'ai fait comme ça, etc., etc., etc. Alors, évidemment, il y a Et des quand niveaux. vous avez, Ken. excusez-moi, et quand vous avez un conjoint, par exemple, qui a une pathologie, même bipolaire ou pervers narcissique ou parano et schizophrène, vous avez toutes sortes de gens qui ont des pathologies. Et lorsque vous vous êtes marié et que vous ne le saviez pas, et qu'avec les années, vous découvrez, enfin, je pense assez rapidement, la personne, elle découvre qu'elle a affaire à quelqu'un. Est-ce qu'on doit être mévataire, dire que c'est quelqu'un, c'est Mina Shamaïm, alors il est malade, alors je dois comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, parce que des gens qui ont des pathologies, il y en a beaucoup. Ouais, Et on n'en parle pas. Ken. Le,
le problème, c'est que quand il y a une pathologie, c'est vraiment comme micro les gouffos. Chaque cas, c'est vraiment un cas particulier. Mais de façon générale, effectivement, il faut d'abord analyser la chose pour savoir si effectivement c'est une pathologie ou c'est uniquement un comportement qui s'est développé parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de rencontre avec de bons exemples. Et si effectivement, c'est comme une pathologie méoufrénette, c'est-à-dire qui a été reconnue, alors là, il faut faire appel à des conseillers qui sont spécialistes dans le domaine. Parce qu'effectivement, chaque pathologie est particulière. Et selon ça, décider ce qu'il faut décider, quelle attitude avoir, quel comportement avoir. Mais je pense que c'est extrêmement important d'avoir l'avis de gens qui sont spécialistes dans le domaine. Ok. C'est pour la jeunesse que je parle aussi. Pardon? Je parle pour la jeunesse, pour les petites jeunes qui vont devoir se marier. Donc, faire attention, c'est important. Ok. Alors si jusqu'à maintenant, on a parlé des choses qu'on appelle malo, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne représente pas l'amour véritable et qu'est-ce qui risque de représenter un obstacle à l'amour véritable, les attentes qu'on a développées pendant les années, la compréhension que l'autre, c'est en fait moi, que le echad, c'est en fait moi ce qui m'intéresse, mes traits de caractère, comment moi je me serais comporté, pourquoi lui ne se comporte pas comme ça. Les amis que je côtoie, je voudrais qu'ils côtoient plus ou moins les mêmes amis. En fait, tu cherches ton frère jumeau ou ta sœur jumelle. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, ça nous ramène justement, là c'est la question que tu as posée, Chirel, à l'étude qu'on a fait dans le second chapitre de Bereshit, où on a parlé de scission. Alors, ce n'est pas écrit explicitement dans le Tanakh, mais on l'a vu selon la Gemara et les Midrashim, qu'à l'origine, Adam et Chava, ils étaient soudés par le dos. Ils étaient en fait des frères siamois. Et les deux ensemble étaient appelés Adam. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire passer le message à Adam, donc Adam le Zachar, que ce n'était pas bien pour lui qu'il vive de cette façon. L'otov Adam et Yot Levado. C'est pas bien qu'en fait qu'il soit pas seul dans le sens solitude, parce qu'il est en fait un qui est deux, mais Levado dans le sens soudé. C'est le terme qu'on emploie aussi dans la halacha. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, donc il a endormi et il a séparé Chava de Adam et il a fait rencontrer sa femme. Au bout du compte, quel est cet inconnu connu? Parce qu'en fait, ils sont nés ensemble, ils ont le même anniversaire, mais ils ne se sont jamais rencontrés d'une certaine façon. Et là, c'est uniquement à ce moment-là que s'exprime Adam Rishon, il dit Alken Yazov ich et aviv et imo, vedavek beishto, le basar echad. C'est uniquement à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il sera prêt à tout abandonner, son père et sa mère, tout ce qu'il connaissait avant, toute sa vie antérieure, il est prêt à l'abandonner pour s'attacher à sa femme et devenir qu'un. Et le basar echad, de devenir qu'un avec elle. Et là, effectivement, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le echad qui est vrai, c'est devenir echad. Non pas rechercher celui qui est déjà echad, qui est déjà comme moi, qui est déjà uniforme comme moi, identique, similaire à moi, mais c'est effectivement voir qu'on va commencer à se rapprocher de l'autre pour que naisse le echad. Ce echad-là, ça ne veut pas dire que même dans 20 ans, je veux qu'il soit comme moi, parce que là, on n'a rien fait. Si c'est comme ça, en fait, on a la même recherche. Que ce soit au début ou à la fin, on veut qu'il soit comme moi. Non. La vraie définition du echad, comme on a dit que Ahava, c'est echad, c'est à partir du moment où tu acceptes qu'il y a un lien entre toi et elle, entre toi et lui, qui fasse que ce lien soit très fort et de par cette façon, les deux êtres soient liés. Les deux êtres continuent à être des individus, mais un lien extrêmement fort en eux qui font que, effectivement, ils sont soudés, mais non pas par le dos, mais vis-à-vis. Donc, en fait, cette scission, le but, c'était de décoller cette soudure qui est en fait mauvaise, parce qu'elle ne permet pas la connaissance, cette soudure par le dos, ce manque de connaissance, pour créer une nouvelle soudure, et par cette soudure-là, il y a une connaissance vraie, un vis-à-vis qui fait que, quand on est vis-à-vis, on voit tout le temps la différence de l'autre. Je vois son visage, il voit mon visage, on voit qu'on est complètement différents.
Et de par cela, on comprend complètement que là, c'est effectivement quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile à obtenir, mais qui est beaucoup plus vrai. Parce que j'accepte l'autre tel qu'il est, et il m'accepte comme je suis, mais il y a un rapport extrêmement fort entre nous. Extrêmement fort. Et ça a été capable uniquement par la scission, ce qu'on appelait la Nessira, qui est décoller les frères siamois. On ne veut pas les frères siamois. Ce n'est pas l'idéal de l'amour. Ahava, Gematria, Echad, ce n'est pas qu'ils soient identiques à moi. C'est qu'il y ait un lien de hardout entre nous. Un lien de hardout. Voilà ce que nous dit Rashi sur le même verset. Ken yazov ish et aviv et imo, ve davak beishto, ve yu le basar echad. C'est quoi les basar echad? Avlad notsar al yedeh shneem, ve sham nesa besaram echad. Lorsque le bébé est né grâce à eux, grâce aux deux, alors ils deviennent un. Je suis désolé, quand il y a un bébé, on n'est plus deux, on est trois. Exactement, c'est ça. On ne devient qu'un que lorsque les deux deviennent trois. C'est un peu du calcul. C'est-à-dire que quand les deux donnent lieu au troisième, ils redeviennent un. Alors, chas v'shalom, ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ne peuvent pas être unis. Parce qu'il y a écrit explicitement dans la Gemara, dans plusieurs endroits, que les enfants des personnes, c'est aussi leurs bonnes actions. Donc, il y a aussi effectivement une possibilité de s'unir à l'autre grâce aux bonnes actions qu'on fait, entre parenthèses. Mais très souvent, ce qui se passe dans la plupart des familles, c'est lorsque naît le premier enfant, il y a un lien très fort qui commence à naître entre l'homme et la femme. Et ça, au niveau Emouna, c'est quelque chose de très fort, parce qu'en fait, on va l'expliquer, une explication un peu philosophique, mais c'est l'explication du Maharal de Prague qui dit comme ça. Tout le temps où il y a un dans le monde, d'une certaine façon, il ne peut pas avoir de création. Pourquoi? Parce qu'il y en a qu'un qui est unique, c'est Akadosh Baruch Hu. Le mot Echad n'appartient qu'à Hachem. C'est pour ça que la Torah, elle commence par Bereshit, par Bet et non pas par Aleph. On ne peut pas commencer la Torah par Aleph, parce que ça appartient qu'à Aloufo Shel Olam, celui qui est un dans le monde. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on a deux, c'est ce qu'on appelle la ribouille, c'est-à-dire la multitude. Le rabim. À partir du moment où on passe de 1 à 2, il y a une possibilité d'élargissement, de devenir klali, quand on passe de 1 à 2. Mais là, on a un problème. C'est que quand on passe à 2, on pense que tout est multitude et on ne voit plus le 1. Par contre, le monde, plein de créatures, de forces, etc. Et on a du mal à trouver l'unité dans tout ça. Quand vient le chiffre 3 nous dit que tu peux tout rassembler et ramener au 1. Parce que qu'est-ce qui vient après la ribouille? C'est ce qu'on appelle ribouille mitached, la multitude qui s'unit de nouveau. C'est exactement ce que nous dit Rashi sous la forme figurée, que lorsqu'une personne elle est seule, eh ben, elle pense qu'elle est entière, mais elle ne l'est pas. Quand il y a deux personnes, ça peut partir dans tous les sens. Une multitude de révélations. Quand il y a trois, ça commence à se rapprocher, parce que maintenant, le Vlad, l'enfant, va faire que les parents vont devoir se rapprocher autour de ce même être. Ils vont devoir s'en occuper, le chérir, l'éduquer, etc. Et tout ça va créer un lien extrêmement fort entre eux. Et ça va se reproduire dans beaucoup, beaucoup de cas. Au niveau idéal, à chaque fois où il y aura une nouvelle étape dans le couple, chaque fois où il y aura même un problème, ça va être une nouvelle occasion de resserrer les liens entre l'homme et la femme. On se rend compte qu'en fait, ce qui va resserrer les liens, qui va transformer l'homme et la femme en echad, ce n'est pas le fait qu'ils soient encore de nouveau identiques. C'est le fait qu'il y a un lien très très fort qui les lie, mais qui ne les transforme pas en deux personnes identiques. Il y a une autre preuve qu'on peut amener à ça, et là c'est une preuve qui vient tout droit des livres de la Kabbalah. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui est le plus grand maître de la Kabbalah des 500 dernières années, il nous dit comme ça, quand on prie, quand Am Israël prie, et quand on est dans la première bracha, ce qu'on appelle Birkat Avot, à un certain moment on dit Zocher Chasdei Avot, Moevi Goel Livne Venehem, Leman Shemo Be'ava. C'est-à-dire que toute la prière, tout le Shemona Esrei, c'est
le rapprochement qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Tout le début de la prière, quand on dit les Mizmorim, c'est pour commencer à faire l'éloge, la louange d'Akadosh Baruch Hu, pour effectivement essayer de ramener la Shrina plus proche de nous. Mais quand on commence le Shemona Esrei, on se tient mamash devant Hachem. Shem Sefatay Tifta, ou Fiagit Elater. Et lorsqu'on se tient en face de lui, après quelques phrases, on prononce cette phrase-là. Zocher Chasdei Avot, qui se rappelle des bienfaits des pères, ou Mevi Goel Ivne Venehem, et il emmène la Géoula, ou le sauveur, pour leurs descendants. Les Man Shemo Ba'ava, au nom de. Les Man, ça va être pour son nom, Be'ahava, avec amour. C'est quoi cette Ahava-là? Nous dit le Harizal, Rav Yitzhak Louria, dit que Be'ahava, c'est le moment qui représente la scission d'Afka entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Alors, il faut comprendre que tout l'exemple de l'homme et la femme, c'est effectivement le même rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous. Il y a des fois où on se rapproche et des fois où on s'éloigne. Et il y a un certain moment où il crée une scission entre nous. Et d'Afka, le moment où il y a une scission entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est le moment qui s'appelle Ahava. C'est complètement paradoxal, a priori, parce qu'on pourrait comprendre que la scission, ce n'est pas la. Très simple. Un homme, un papa, qui a un petit bébé, il ne va pas le garder dans ses bras toute sa vie. Okay? À un certain moment, il va vouloir qu'il marche aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'aider à marcher. Il va lui donner la main, il va lui faire viens, mon chéri, etc. Et quand il va commencer à marcher, une joie immense. Une joie peut-être encore plus grande quand il va l'emmener à l'école pour la première fois. Et peut-être encore plus, sûrement plus, quand il va l'emmener sous le dé nuptial pour rencontrer sa femme. Et là, c'est assez étrange de définir que peut-être les moments les plus intenses d'amour qu'il a envers son fils, c'est le moment où il se sépare de lui. Okay? À partir du moment où l'enfant il marche, la suite, elle est claire. Il va faire que s'éloigner de son père. Maintenant, il a des jambes, il peut faire ce qu'il veut. Après Bircha, il va demander un vélo, alors tu ne le vois plus. Et quand il va se marier, mais de quoi tu es heureux? Il va quitter la maison. Tu ne vas plus le revoir. C'est un fils, si c'est une fille, peut-être encore, mais si c'est un fils, laisse tomber. Et tu vois le papa, comme ça, sourire, comme ça. Sur toutes les photos du mariage, il est heureux. Tu dis, quoi, tu es heureux? Je ne comprends pas. Tu ne vas plus le revoir, c'est fini. Il faut comprendre qu'effectivement, l'amour qui est à ce moment-là, c'est d'arriver à réaliser que tu lui permets d'être qui il doit être. Qui il doit être vraiment. Pas ce que toi tu veux qu'il soit, pas qu'il soit identique à toi, pas qu'il soit similaire à toi. Tu lui permets, par ton amour, par le fait que tu le laisses s'éloigner de toi, tu le laisses se séparer de toi, ben tu lui permets d'être qui il doit être, Béhémet, avec toutes les différences, avec peut-être tous les défauts aussi. Et lorsqu'on a dit au début, avec Shlomo Ameler, Al kol peshaim techase ahava, c'est-à-dire en fait que le vrai amour, c'est celui qui va être capable de regarder l'autre dans les yeux et ne pas se voir la face. Si c'est exactement les défauts qu'il y a. Mais malgré tout, il va se rendre compte qu'effectivement, ça n'empêche en rien son amour pour l'autre. Et si on arrive à cette pensée-là, on va se rendre compte qu'effectivement, toute la pensée après le mariage, de dire « Oh là là, comment je me suis trompé, c'était pas ce que j'attendais, etc. » Ça n'a plus rien à voir. Parce que ce que tu as vu au début, okay, ce qui a fait tilt, comme on dit, le déclic, etc., c'était oui quelque chose de vrai. Mais après, le problème, c'est que toi, tu t'es rappelé de toutes les choses pendant, etc. Et là, tu fais tout tomber dessus. Et après le mariage, tu commences à faire le compte. Ah, mais pourquoi tu n'es pas comme ça, et comme ça, et comme ça? Parce que je m'attendais que ce soit comme ça, comme ça, et comme ça. Mais attends, mais avant, tu as vu quelque chose d'autre. Tu as vu quelque chose dans sa neshama mamash, parce que c'est ce qui se révèle dans les rencontres. Tu as vu quelque chose qui t'a éveillé. Et cette chose-là, elle est bien au-delà des traits de caractère, bien au-delà de la façon de se comporter, etc. Évidemment, on ne parle pas de défauts complètement
extravagant. Hein. Si c'est un voleur et un arnaqueur et je ne sais pas quoi, alors évidemment, ça c'est une autre histoire. Je parle de quelqu'un, par exemple, qui a à tes yeux un peu trop paresseux, à tes yeux un peu balaganiste, à tes yeux, etc., etc. Je sais, là. Mais malgré tout, quand tu es avec cette personne-là, il y a un ressentiment qui est extrêmement fort, il y a quelque chose de vrai qui se dégage. Et toi, tu es en train d'étouffer cet amour parce qu'en fait, tu es en train de ramener toutes tes attentes et de faire que toutes ces choses-là, hein, elles vont en fait étouffer la révélation vraie qu'il y avait au niveau de la rencontre. Un petit peu un peu comme l'amour qu'on porte aux enfants, et que même s'ils ont des défauts et qu'on les voit grandir et qu'on les connaît bien, même très bien, et on les accepte comme ils sont et on les aime inconditionnellement. Exactement. Alors là, c'est exactement la phrase que je voulais dire par la suite. Donc, si on arrive déjà au niveau que j'ai mentionné, c'est déjà bien. C'est-à-dire que si on dit, écoute, je sais très bien les défauts de mon mari, je connais très bien les défauts de ma femme, j'en suis conscient. Il ne faut pas se voler la face. Je pense que c'est un mensonge. Tous les mensonges sont mauvais. Il ne faut pas se voler la face. Il faut savoir. Il ne faut pas non plus chercher à détailler dans les défauts, etc. Mais il faut les savoir. Mais après, alors quoi? Alors d'un côté, oui, il est balaganiste. Oui, il ne se lève pas à l'heure. Oui, des fois, il est trop rigolard. Oui, des fois, il fait un peu honte en société, etc., etc. Mais d'un autre côté, il y a toutes les qualités qui vont avec. Et d'un autre côté, quand je suis avec lui aussi, je kiffe. Okay, j'ai beaucoup de bons moments, etc. Ça, c'est un premier compte qui est complètement logique et objectif et qui donne une proportion à tout ça. Mais je pense que le stade, ça, hein, c'est effectivement, comme vous avez dit, c'est de dire il faut apprendre à aimer les différences et les défauts. Maman, je les aimais. Parce que ce qui fait que tu n'aimes pas les défauts, c'est parce que tu as encore ces attentes-là. Tu as encore en fait, ah mais s'il pouvait en fait effacer ce défaut-là, ce serait encore mieux. Non, putain, je veux comme ça. Je le veux comme il est. Je le veux comme elle est. Je la veux comme elle est. Et une sorte d'astuce dans tout ça, en fait, c'est le sens de l'humour. Mamache. Quand une femme est capable de rire des défauts de son mari, je pense qu'on a tout gagné. Pas spécialement se moquer de lui, mais rigoler. Ah, t'as encore mis tes chaussures sur la table. Ok, j'ai compris. Okay. Combien de fois je t'ai demandé de réparer l'armoire, etc. Il n'y a rien à faire avec toi, etc. Et on rigole, et lui aussi il rigole. Et tout va bien parce qu'au bout du compte, c'est ch'touillotte. Parce qu'au bout du compte, la plupart du temps, toutes ces caractéristiques et tous ces remontrances, etc., bémettent à cause des ch'touillottes. Et si on peut tout transformer grâce au sens de l'humour, c'est quelque chose de très fort. Très fort. Et je vais raconter une petite histoire pour finir. Enfin, deux petites histoires, en fait. Une première qui est une rectification, mais voulue. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs semaines, on a raconté l'histoire du Rav Ariel Levin avec sa femme qui allait chez le docteur. C'est une histoire qui est très connue. Je vais la raconter, mais je vais la préciser cette fois-ci. Donc, le Rav Ariel Levin, qui était ce qu'on appelle le Rav Asirim, l'aumônier des prisons à Jérusalem, qui était aussi un très grand Talmid Chacham, et on l'appelait Tzadik Yerushalmi, tout simplement. Malgré qu'il y avait des centaines de tzadikim à Jérusalem, peut-être pas des centaines, parce qu'à l'époque de Rav Levin, il n'y avait pas beaucoup de monde à Jérusalem, mais il y avait beaucoup de tzadikim, et ben c'était lui qui était considéré comme le tzadik Yerushalmi. C'était presque un membre de la famille du Rav Kook, il était tout le temps chez lui. Et on connaît des dizaines d'histoires sur sa tzidkout. Et donc, une fois, il emmenait sa femme chez le docteur, et pour expliquer le cas au docteur, il a dit Aregel Shelishti Kohevet Lanu. Les gens en général, ils comprennent ça comme notre jambe nous fait mal. C'est dommage, parce que ce n'est pas ce qu'il a dit. Aregel Shelishti Kohevet Lanu. C'est-à-dire, la jambe de ma femme nous fait mal à nous. Et en fait, ça résume tout en une phrase. C'est-à-dire que ma femme, c'est ma femme. Moi, je suis moi. Sa jambe, c'est sa jambe, et ma jambe, c'est ma jambe. Moi, ma jambe, Baruch Hashem, ça va bien. Sa jambe, ça va moins bien. Mais sa jambe, elle nous fait mal à nous. C'est-à-dire que je n'ai pas ce qu'on appelle les tâches-têches. Je n'ai pas brouillé les pistes en disant que, voilà, en fait, on est une unité, on est ensemble, un seul corps, etc. Non, mais putain, c'est quoi ces histoires? Elle, c'est elle, et moi, c'est moi. Elle a ses traits de caractère, moi, j'ai mes traits de caractère. Elle a ses défauts, mes défauts, ses qualités, mes qualités.
Mais je suis tellement proche de ce qui se passe chez elle, quand ça lui fait mal, ça me fait mal à moi, bien que ce soit sa jambe à elle. Ça, c'est important. Une autre histoire, sans parler d'Afka Tzadik Yerushalmi, mais quelqu'un qui m'est proche, un ami de la yeshiva, qui quand il sortait, il faisait des shidduchim, alors il a rencontré une jeune fille très bien, etc. Et de sa façon, entre parenthèses, il y avait juste un problème, c'est qu'elle est louchée d'un œil. Elle avait un regard, qu'on s'appelle, comment on dit, c'est pas grave, strabisme, convergent. Voilà. Et bon, et lui, il est sorti avec elle plusieurs fois, ils ont fait plusieurs rencontres. À un certain moment, il lui a dit la vérité. Il lui a dit, écoute, entre nous, je kiffe. C'est vraiment super, on s'entend bien, etc. Mais j'ai un problème avec ton strabisme, etc. Et elle lui a dit, écoute, moi, je suis prêt à faire une opération. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas ressenti le besoin parce que bon, elle a grandi comme ça, elle s'est acceptée telle qu'elle était. Mais pour son futur mari, elle était prêt à faire ce. Bon, ça avait un certain risque, etc. Mais a priori, elle lui a dit, je suis prêt à faire ce pas pour toi. Ils sont mis d'accord. Et vu que ça allait prendre du temps pour prendre un rendez-vous chirurgical, ils ont convenu qu'elle ferait l'opération après le mariage. Donc, ils sont mariés. Et Baruch Hashem, immédiatement après le mariage, elle a commencé une grossesse. Et donc, en fait, au bout du compte, c'était pas Chayar, comme on dit, de faire une opération à ce niveau-là. Et donc, il s'est passé 1 an. Et après 1 an, elle lui a dit, bon, voilà, maintenant, je suis prête à faire l'opération. Il lui a dit, mais quelle opération? Il ne se rappelait même pas de quoi on parlait. C'est-à-dire qu'il a complètement oublié qu'elle a un strabisme. Il a complètement accepté telle qu'elle était. Et lorsqu'elle lui a dit, ben, mon strabisme, elle a dit, mais non, pas du tout. Il n'y a pas besoin. Et bon, alors, dans ce cas-là, ça s'est fait très rapidement. Ça n'a pris qu'1 an. Mais c'est juste un exemple pour montrer qu'effectivement, non seulement on peut arriver à accepter les différences, mais en plus, on peut arriver à aimer les différences et on devrait arriver effectivement à aimer les différences, toutes les différences. Ken, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose, non? Ça donne beaucoup matière à réflexion. C'est tout le but. Ken. Moi, je voulais juste dire que vous avez parlé d'humour tout à l'heure. Ken. Mais souvent, les gens confondent l'humour et la dérision. Et la dérision, ça peut faire beaucoup de dégâts. Nachon. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas se moquer de lui, il faut rigoler avec. C'est-à-dire un petit peu montrer la situation. C'est-à-dire pas lui dire ah, mais vraiment, tu vaux rien parce que tu es comme ça, etc. Mais dire attends, tu veux me dire que tu as fait la lessive en mettant le blanc et les couleurs ensemble et tu as mis ça à 50 degrés? Qu'est-ce que tu penses qu'il allait se passer, quoi? C'est pas se moquer de lui, c'est rigoler avec lui. Bon, voilà, quoi. Tous les vêtements sont partis à la poubelle. Ok. Capara ta bonne note. Okay. Et donc, effectivement, ça, c'est pas se moquer de lui, c'est rigoler ensemble. Parce qu'au bout du compte, la vie nous procure beaucoup d'opportunités de rigoler ensemble et c'est dommage de les manquer. Et deuxième chose, c'est aussi qu'il faudrait, enfin, ça suppose que vous avez dit que les deux soient dans le même kivoun, soient ouverts à ça. S'il n'y en a qu'un. Non, Dafka, ça c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit qu'au niveau de l'investissement dans le couple, et ça fait partie de l'investissement dans le couple, c'est pas obligé d'être équitable. Parce que s'il y a un devoir que ce soit équitable, alors automatiquement on retombe dans les attentes. Et en fait, on est en train de transformer le couple en une sorte de terrain de jeu où donnant, perdant. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on est encore une fois dans un état d'attente et on attend qu'on comble nos attentes, etc., etc. Donc, il faut trouver en fait ce qui nous convient à nous. C'est-à-dire, encore une fois, si moi je fais beaucoup d'efforts et ça me convient, okay, il y a des gens qui sont comme ça.
Il y a des gens qui ont un petit peu un côté, un côté émotionnel ou alors romantique très développé et qui ont besoin pour eux-mêmes, en fait, de développer, de montrer cet amour et ça ne leur dérange pas trop que l'autre soit un peu plus froid. Okay, ça ne les dérange pas trop. Bien au contraire, c'est une sorte de challenge comme ça pour essayer de d'éveiller l'autre. Il y a un côté comme ça, donc ils ne viendront jamais se plaindre de ça. Mais si ça devient une cause de remontrance, c'est-à-dire que si quelqu'un fait beaucoup d'efforts, mais en attendant de recevoir, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut réduire la dose d'effort. Parce que ce n'est pas l'ishma. Que tu fais ça pour recevoir. Et c'est encore une fois quelque chose qui dépend, c'est un amour qui dépend d'autre chose. Ah, moi, je voulais juste revenir sur un truc je crois que je ne l'ai pas très bien compris. Quand vous avez parlé du Rega à Nessira, que vous Okay. avez dit, genre, vous avez parlé du père avec ses enfants, que justement, son but, c'est de les voir, le jour où il va se séparer d'eux, alors il sera quand même heureux parce qu'il sait il aura réussi, etc. C'est Mouvan quand on parle d'enfants et de parents. Mais quand on parle, vous avez dit que le moment de Hava, c'est quand on fait la Nessira avec Kadosh Baruch Hu. Comment ça se manifeste? Genre, c'est bizarre de dire qu'on doit se détacher pour. Peut-être j'ai mal compris. Non, non, c'est-à-dire que c'est sûr que j'ai employé un concept qui est extrêmement profond et je l'ai dit en 2 minutes. Donc, effectivement, ça veut dire en gros comme ça. C'est-à-dire que toute notre vie, c'est un rapport à Hachem. À partir du moment où on ouvre les yeux, même quand on dort, en fait, on est tout le temps lié à Hachem. Jusque dans ce lien-là, il y a des moments où on est plus proche, des moments où on est un peu plus loin. Un petit peu comme les fêtes pendant l'année. C'est évident D'accord. que pendant Nissan et Tishrei, on est beaucoup plus proche d'Hachem que pendant Tevet et Tammuz et Av. Ok. Donc, en fait, il y a toujours une certaine façon des hauts et des bas. Maintenant, le moment le plus fort où on est proche d'Hachem, c'est au moment de notre fila, au moment du Shemona Esrei, au moment où on prononce les paroles, Zocher Chasdei Avot, ou Mevi Goel Ivnei Venem, Leman Shemo Be'ahava. Ça exprime notre amour le plus fort, enfin l'amour d'Akadosh Baruch Hu le plus fort envers nous. Et donc là, on se sent aimé à ce moment-là. Et Davka, deuxième médaille, c'est quoi l'explication de Be'ahava selon le Rabbi Yitzhak Luria? C'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous laisse en fait se séparer de nous. Il dit maintenant, en fait, si tu veux, mon fils, t'es suffisamment grand pour que tu te débrouilles seul d'une certaine façon. Ok, alors maintenant j'ai compris. C'est tout donné, en fait, si tu veux, du début de Odou Lachem, du début de la Tfila, jusqu'à cette parole-là dans le Shemona Esrei, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne énormément de force. J'ai compris. Et à Et à partir de certains ce moments, voilà, moment-là, vous avez alors, si c'était pour Shacharit, il dit, voilà, débrouille-toi, on se revoit à Mincha. Ah, il ne nous laisse pas tomber loin. Ça, c'est 4-5 heures, quoi. Peut-être un peu plus, quoi. Mais voilà, maintenant débrouille-toi, on se revoit la prochaine fila, etc., etc. Donc en fait, on se revoit de Pérec en Pérec. Et c'est exactement comme ça, en fait, nous avons façon, et même dans la vie d'un père et d'un fils, quand j'ai dit, par exemple, au moment de leur coupa, alors son fils, il va partir, il va laisser tomber. C'est pas exactement comme ça. Après, il va revoir, il dit, non, papa, il faut que j'achète une maison, et tout, il te donne de l'argent. Il faut que j'achète une voiture. Et tout. j'ai compris. Ken. Mais en fait, est-ce qu'il ne lui laisse pas le choix de revenir de son propre... Enfin, en le laissant partir, et le fils, il sait qu'il l'aime de façon inconditionnelle, ça laisse aussi le choix au fils de revenir vers lui quand il en a ou besoin ou envie. Mais c'est le fils qui va choisir de revenir. Ken, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours présent. Akadosh Baruch Hu est toujours présent, et effectivement, le fils, s'il veut, de par ses propres efforts, rester proche du père parce qu'il pense qu'il faut qu'il reçoive plus, par exemple, il peut le faire. Mais là, on parle au niveau des mouvements naturels, des mouvements qui se font d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'en fait, dans la halakha, même quelqu'un qui ne prie pas, il est affecté de la prière des gens qui sont dans la synagogue. C'est-à-dire que même par exemple quand tu pries seul à la maison, voilà, malheureusement dans cette époque-là, ça se fait souvent,
Prie seul à la maison, il faut essayer où tu vas prier avec le temps où les gens prient à la synagogue. Pourquoi? Parce que c'est le moment où, grâce à notre fila, ils amènent la Shekhina, proche de la ville. Et toi, vu que tu as l'habitude de prier dans ce minyan-là, à cette heure-ci, même que tu ne sois pas là-bas physiquement, il faut que tu sois avec eux spirituellement parce qu'ils ont fait cet effort d'amener Akadosh Baruch Hu ici. Donc, vas-y, prends comment on va appeler ça? Oh, Post-temp. Et puis aussi, et ce qui peut nous faire prendre conscience aussi qu'on ressent quelque chose pour l'autre, c'est aussi la distance, parfois. Complètement. Complètement. C'est pour ça que dans Maseret Yoma, il y a écrit que à la destruction du temple, lorsque on est parti en galoute, eh ben c'est pas très clair si c'est nos ennemis ou nous-mêmes qui avons ouvert le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire qui ont bougé le vilon, bougé le rideau, la parochet, pour voir ce qui se passait dans le Haron Abrit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Que les chérubins, les chérubins, toute la période du premier temple, leur position, bien que ils sont faits d'or, ils sont statiques a priori, leur position changeait selon la situation spirituelle d'Am Israël. Lorsqu'ils étaient l'un en face de l'autre, ça veut dire qu'il y avait un amour très fort entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et lorsqu'ils se tournaient, ce n'était pas vis-à-vis, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'amour très fort entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël faisaient de l'idolâtrie. Et donc, au moment de la galoute, au moment de la destruction du temple, le moment le pire, on a pu penser qu'effectivement, c'est le moment où, comment on allait trouver les chérubins? Pas vis-à-vis. Et là, ils ont vu effectivement vis-à-vis complètement. Là, ils ont été surpris. Là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, à partir du moment où commence la galoute, commence l'éloignement, et donc commence en fait, d'une certaine façon, l'amour le plus fort. Parce qu'en fait, une expression de l'amour qui est très forte, c'est ce qu'on appelle les ga'agouim. C'est à partir du moment où l'autre s'éloigne, tu te rends compte à quel point tu l'aimes. Tout le temps, il est proche, c'est dur de savoir. À partir du moment où il s'éloigne, tu ressens le manque, effectivement. C'est l'expression de l'amour intense. Alors, je peux me permettre une dernière question? Bravo. Alors, juste si j'ai bien compris, hein, j'essaye de récapituler assez rapidement. On a vu qu'à travers le mot Ahava, qui a la même gematria que Echad, il y a deux sortes de Echad qui ne sont pas forcément bons, à savoir chercher une personne qui soit similaire à nous. Donc, c'est ça qui formerait ce fameux Echad qui n'est pas forcément positif. Ou justement, être en attente de critères ou avoir des attentes vis-à-vis de son conjoint. Et ça, justement ne pas assouvir ce besoin-là. Et donc, forcément, ça va se répercuter sur le lien du couple. Et finalement, on a vu que le véritable lien qu'il faut trouver, c'est à travers le modèle de Adam et Chava, et donc à travers l'image du fait qu'ils se soient séparés, qu'ils se soient mis l'un face à l'autre, et que du coup, c'est grâce à la prise de conscience de la différence de l'autre, mais du lien très fort qu'ils ont construit au fur et à mesure. Alors là, ils sont arrivés au véritable Echad. Est-ce que jusque-là, je suis bon? Complètement. Ok. Alors du coup, si finalement, on ne doit pas avoir d'attente, on doit s'éloigner un maximum des critères, et en même temps que le lien il se construit au fur et à mesure, comment ça se passe au niveau du choix du conjoint? Ça veut dire il y a quand même quelque chose qui doit prouver, enfin qui doit montrer qu'il y a une différence finalement entre lui et les autres. Bien fait. À vrai dire, c'est une question qui a été posée dans le cours et on a oublié d'y répondre. Donc, tu vois que non seulement tu nous as fait un résumé très, très clair du cours, mais en plus de ça, hein, tu nous as rappelé une question extrêmement importante parce qu'à la fin, les maths, sur le terrain, on a dit on ne cherche pas les attentes, on ne cherche pas à combler les attentes, on ne cherche pas quelqu'un qui est similaire. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, la réponse est très claire on ne cherche rien du tout. C'est-à-dire, quand on te propose un chidour, il faut que tu y ailles. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui ça va être. Et tu ne sais pas ce qui va se trouver là-bas. Mais quand tu vas te trouver là-bas, il faut te trouver là-bas. Les chidours par Zoom, ça ne se fait pas.
il vaut mieux aller avec une masecha que faire un shidur par Zoom. Et quand tu vas te trouver là-bas, il y a quelque chose qui va se passer. Ce quelque chose-là, c'est bien au-delà de tous les critères que tu aurais pu penser avant, etc. Et ce quelque chose-là, c'est quelque chose qui est très fort. Et même si au départ, il est peut-être encore à l'état latent, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une potentialité de quelque chose de fort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du coup de foudre, mais on parle de quelque chose qui dit, ouais, il y a quelque chose qui m'intéresse, il y a quelque chose qui me pousse à encore refaire une rencontre. Okay, je pense que c'est peut-être la meilleure définition. C'est-à-dire que Kefli, tout simplement, quoi. C'est-à-dire Zorem, ça se passe très bien. Et on met de côté toute la recherche de tous mes critères que j'avais en tête, etc. Évidemment, c'est clair qu'au sein des rencontres, on cherche aussi, à un certain point, à un certain niveau, vérifier qu'il y ait des bonnes midotes. C'est-à-dire, on se rend compte que la personne n'est pas coléreuse, etc. Il ne faut pas non plus se leurrer non plus. C'est-à-dire que le principal, a priori, de cette vérification doit se faire avant. Okay, c'est-à-dire qu'il faut faire grâce aux amis et grâce aux gens qui présentent la personne. Mais quand on vient dans la rencontre, on vient s'éveiller à quelque chose. Parce que la preuve, très souvent, rencontrer des gens qui sont bien sur tous les niveaux, mais il n'y a rien qui se passe. Et là, il y a des gens qui posent la question. Ça a l'air une question hallucinante, mais on l'a posée au moins une dizaine de fois. Est-ce qu'il faut que je me marie avec lui? Est-ce qu'il faut que je me marie avec elle? Explique. C'est-à-dire, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment fantastique, quoi. Tout ce que je recherche. Mais tu ressens rien. Alors, encore une fois, tu veux te marier avec des points, avec des traits d'union comme ça, vas-y, marie-toi. Mais c'est pas ça. Tu n'es pas marié avec une femme. Tu n'es pas avec un homme. Il faut que tous ces points-là que tu as vus, il faut qu'ils soient capables d'éveiller un quelque chose, et précisément, j'appelle ça un quelque chose, qui fasse que, waouh, Kefli, Kefli, quoi. J'ai envie de refaire une rencontre. Encore une fois, etc. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Effectivement, c'est un sentiment, mais c'est un sentiment qui est vrai, qui n'est pas une pulsion comme ça, qui est basée sur l'esthétique ou alors sur la position sociale ou la réussite. Je sais très bien quand tu poses la question sur quoi c'est basé cette émotion, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je donne un exemple, par exemple, le Rav Shlomo Karlibar, il disait que c'est quoi un bon ami, Ravertov? C'est quand tu t'assois à côté de lui, tu te sens bien. Tu n'as même pas besoin de parler. Et ça, par exemple, c'est un bon exemple. C'est quand tu es avec quelqu'un et tu ne te sens pas obligé de combler les blancs. Okay, tu peux marcher dans la rue comme ça, simplement, tranquille, c'est bien. Tu ne te sens pas sous pression. Tu ne te sens pas en train de faire une impression. Donc, en fait, très souvent, on étouffe un petit peu cette possibilité d'éveil parce qu'on recherche des choses. On recherche à faire vie comme ça sur les... Mais Rav, ça Et donc, c'est... Ouais, pardon. et donc, quand vous avez dit à la Khalema assez. Ah, pardon, excusez-moi. Non, elle va prendre quelque chose, je crois. Nathalie? Il me semble que c'est Farah qui voulait reprendre la parole. Merci pour la réponse, c'était très, très clair. Ok. Ken? Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Et le fait qu'on puisse être un bon ami en étant bien avec la personne, des fois, ça arrive. Ça arrive quand on a déjà construit quelque chose, mais pas la première, ni deuxième, ni troisième rencontre. Ok. C'est pas une condition sine qua non, Ken. C'est pas... Mais je dis que c'est très... Si ça se passe, c'est un bienfait. C'est possible d'une façon naturelle aussi, une personne elle soit un petit peu comme ça, un petit peu stressée, etc. Et que dès qu'elle ressent qu'il y a un petit peu un vide comme ça, alors il faut le combler. C'est aussi une possibilité, quand même. Pas... Mais c'est juste pour montrer que ce qu'on recherche, c'est cet éveil-là. De quelle façon il va se passer? Je donne un exemple. Mais c'est possible qu'il se passe au niveau de la conversation aussi. Mais c'est un éveil. C'est pas
c'est pas quelque chose qu'on peut préciser par des points détaillés comme ça et de dire comme ça et comme ça et comme ça. C'est pour ça que l'homme il doit poser la question à sa femme, pourquoi tu m'aimes? Et lui dire, mais j'ai aucune idée. Il faut pas qu'il se vexe de ça. Bien au contraire, il faut qu'il soit content. Parce que si elle lui répond, je t'aime parce que tu es beau ou un truc comme ça, alors il faut qu'il se pose des questions. Et selon vous, combien de rencontres il y a besoin avant de se décider? Ouais, ouais. Parce qu'il ne faut pas faire non plus trop traîner les choses, quoi. Enfin, d'un autre côté, si les choses elles traînent, en général, c'est qu'il y a une raison. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de règles à ça. C'est vraiment, là aussi, c'est chaque cas particulier, quoi. Ça dépend, oui. Le mieux, on aimerait bien que ça se passe en 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Ce serait le mieux, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ça, je crois. Okay. Mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est au moment, si on ressent effectivement cette simplicité, cette zrima, effectivement, il faut aller avec ça. Il faut pas étouffer. Il y a des gens qui sont très, ce qu'on appelle sikhli, qui sont trop rationnels. C'est pas important si c'est les femmes ou les hommes, et qui cherchent à étouffer ça. Ça, c'est un problème. Il dit, mais non, là, je sens que c'est trop. Et toi, non, ça fait que 6 mois. Et ils sont en train d'étouffer. Non, je pense que si tout va bien sur le terrain, c'est-à-dire que tu as reçu des bonnes recommandations, la personne, elle n'a pas montré de comportement extravagant, bizarre, etc. Et puis, vous avez parlé de certains sujets importants quand même, okay, comment construire la famille, etc., etc. Je ne pense pas qu'il faut non plus trop être soupçonneux parce que le principal du couple se passe après le mariage et non pas avant. Le principal de la construction, comme on l'a dit, c'est la construction. Accepter les différences, les aimer, faire du travail. Et une chose que peut-être je peux rajouter, parce qu'on a dit dans les premiers cours, ouais, je crois que même c'était le tout premier cours, donc peut-être il y a peut-être besoin de le rappeler, c'est que peut-être le principal dans un couple, c'est d'accepter de changer. Que chacun d'entre nous soit prêt à changer. Alors là, il faut peut-être préciser, parce que quand on dit prêt à changer, ça ne veut dire pas prêt à changer pour devenir comme l'autre. C'est exactement ce qu'on dit maintenant. On ne doit pas devenir identique à l'autre. On doit être prêt à changer grâce à l'influence de l'autre. On doit être prêt à changer pour devenir plus nous-mêmes. C'est-à-dire plus le vrai nous-mêmes, le bon nous-mêmes. Je dirais encore plus fort, le nous-mêmes qui est divin. Révéler l'étincelle divine qui est en nous. Et ça se fait uniquement grâce à la rencontre de l'autre et grâce au fait que moi, je suis prêt à changer. Encore une fois, pas prêt à changer pour être comme lui, mais prêt à changer pour être encore plus moi-même dans le sens positif du terme. Et je pense que c'est ce dont on parlera la prochaine fois, je pense. C'est un très bon sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pardon qu'on vous a autant pris de temps ce soir. Merci beaucoup. C'est vrai, Gabo. Simcha. Shavua Tov. Shavua Tov à tous. Shabbat Tov. Toda Rabba, Rav Bélange. תודה, בבקשה, להתראות.